Pendant la dernière période glaciaire, les humains qui vivaient sur le territoire actuel de la Hongrie survivaient en chassant des mammouths et des rennes à l'aide d'armes en pierre. Quand la glace a disparu, ils ont commencé à chasser des animaux plus petits. Vers 5000 avant Jésus-Christ, l'agriculture est apparue en Hongrie, mais les gens utilisaient encore des outils en pierre. Puis, vers 2000 avant Jésus-Christ, ils ont appris à fabriquer des objets en bronze. Environ 800 ans avant Jésus-Christ, les habitants ont commencé à utiliser le fer pour fabriquer des outils et des armes. Après 500 avant Jésus-Christ, ils ont commencé à faire du commerce avec les Grecs et ils ont aussi appris à utiliser le tour de potier. Autour de l'époque de la naissance du Christ, les Romains ont conquis la région qui correspond aujourd'hui à la Hongrie. Ils ont atteint le fleuve Danube en 11 avant Jésus-Christ et en 9 après Jésus-Christ, ils ont écrasé une révolte menée par un peuple local appelé les Pannons. Ensuite, les Romains ont créé une province qu'ils ont nommée Pannonie. Avec le temps, la Pannonie est devenue une vraie partie de l'Empire romain. Les Romains y ont fondé plusieurs villes comme Pec, Szombathely, Sopron et Buda. Au début du IIe siècle, les Romains ont aussi conquis la partie est de la Hongrie qu'ils ont appelée Dacie. Mais au IIIe siècle, l'Empire romain a commencé à décliner. En 271 après Jésus-Christ, les Romains ont abandonné la Dacie. À partir de la fin du IVe siècle, ils se sont également retirés de la Pannonie, qui a été envahie par des peuples germaniques. Au VIe siècle, un peuple venu d'Asie appelé les Avars a conquis la Hongrie. Ils ont gouverné la région jusqu'à la fin du 8e siècle. À ce moment-là, Charlemagne, le chef des Francs, un peuple vivant dans l'actuelle France, a conquis l'Europe centrale, y compris la Hongrie, et il a obligé les Avars à se convertir au christianisme. Mais en 843, l'Empire franc a été divisé en 3 parties. La Hongrie a alors fait partie de la partie orientale. Les Magyars sont les descendants d'un peuple appelé finno-ougrien, qui est aussi à l'origine des peuples finlandais et estoniens. À l'origine, ils vivaient sur le territoire de la Russie actuelle. Vers 1000 avant Jésus-Christ, ce peuple s'est séparé en plusieurs groupes. Les ancêtres des Magyars sont partis vers l'ouest et le sud. À la fin du 9e siècle, ils ont commencé à attaquer la partie orientale de l'Empire franc. En 896, sous la direction de leur chef Arpad, ils ont conquis l'est de la Hongrie. En 900, ils ont pris le contrôle de l'ouest du pays. La Hongrie est ainsi devenue la terre des Magyars. Pendant plusieurs dizaines d'années, les Magyars ont continué à attaquer d'autres régions d'Europe centrale. Mais au début du Xe siècle, ils ont subi plusieurs défaites. En 955, les troupes allemandes menées par Othon Ier les ont battus lors de la bataille d'Augsbourg. Après cette défaite, les Magyars se sont peu à peu installés et sont devenus plus pacifiques. À la fin du Xe siècle, le prince Géza a invité des missionnaires allemands à venir en Hongrie pour y prêcher la foi chrétienne. Géza lui-même a été baptisé, mais il a continué à prier aussi ses anciens dieux païens. Il a réussi à unir tous les Magyars qui juste là étaient divisés en tribus, en un seul peuple. Il s'est imposé comme un dirigeant fort. Son fils, Étienne, qui a régné de 1000 à 1038, a poursuivi son œuvre. Il a pris le contrôle de nombreuses terres en Hongrie et a construit un réseau de châteaux appelé Vár. Étienne fut le premier véritable roi chrétien de Hongrie. Il a aussi fondé plusieurs monastères. Il a été canonisé, déclaré saint, en 1083. Après la mort d'Étienne, plusieurs conflits ont éclaté pour décider qui allait lui succéder. Le roi Ladislas Ier a fini par rétablir l'ordre. Au XIe et XIIe siècle, la Hongrie est devenue une partie intégrante de la civilisation occidentale. Le roi Béla III, qui régna de 1172 à 1196, a réformé l'organisation du gouvernement en s'inspirant du modèle de l'Empire byzantin. Des colons venus d'Allemagne et de Roumanie se sont installés en Hongrie, et au XIIe siècle, les voyageurs étrangers décrivaient le pays comme prospère. Le commerce s'est beaucoup développé à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, et de nouvelles villes ont vu le jour. Mais au début du XIIIe siècle, la Hongrie était dirigée par le roi André II, qui régna de 1205 à 1235, qui a mal gouverné et provoqué une révolte. En 1222, il a été forcé de signer un document important, la Bulle d'or. Ce texte garantissait les droits de tous les hommes libres en Hongrie, un peu comme la Magna Carta en Angleterre. Une des clauses les plus célèbres donnait au seigneur le droit de s'opposer au roi s'il ne respectait pas ses engagements. Une catastrophe toucha la Hongrie en 1241, lorsque les Mongols envahirent le pays. L'armée hongroise fut battue lors de la bataille de Mui en 1241. Les Mongols ne restèrent qu'un an en Hongrie, mais ils causèrent d'énormes destructions. Les récoltes furent brûlées ou abandonnées dans les champs, ce qui entraîna une terrible famine. Les Mongols pillèrent aussi de nombreuses villes et villages hongrois. À cause de cela, la population du pays diminua fortement. La Hongrie mit longtemps à se reconstruire. Le dernier roi de la dynastie des Arpades en Hongrie fut André III, qui régna de 1290 à 1301. Il mourut sans laisser d'enfants.
Charles Robert d'Anjou fut alors couronné roi de Hongrie, mais jusqu'en 1310, plusieurs hommes se disputèrent le trône. Finalement, Charles Robert fut reconnu par tous les Hongrois. Sous son règne, la Hongrie connut une période de prospérité. Dans les années 1320, on découvrit de l'or dans le pays et rapidement de grandes quantités d'or et d'argent furent exportées. Ces richesses apportèrent beaucoup d'argent au trésor royal. En 1348, la Hongrie échappa à la peste noire, car elle était peu peuplée et l'épidémie ne s'y propagea pas. Louis Ier, surnommé le Grand, régna sur la Hongrie à partir de 1342. En 1345, son frère fut assassiné à Naples. En 1347, Louis mena une armée en Italie et prit Naples en 1348. Il se proclama roi de Naples, mais dut fuir à cause de la peste noire, et le roi local reprit le pouvoir. Les Hongrois tentèrent de reprendre Naples en 1349 et entre 1350 et 1352, sans succès. En 1370, l'oncle de Louis, Casimir, roi de Pologne, mourut. Les deux royaumes furent brièvement réunis sous le règne de Louis. Mais Louis mourut en 1382, sans héritier, et la Pologne redevint un royaume indépendant en 1386. Pendant ce temps, Sigismund de Luxembourg devint roi de Hongrie. Durant son règne, les Turcs ottomans représentèrent une menace de plus en plus grande. En 1354, ils prirent Gallipoli. Après leur victoire à la bataille du Kosovo en 1389, ils avancèrent dans les Balkans. Sigismund mena plusieurs campagnes militaires contre eux entre 1390 et 1396, mais sans succès. Il mourut en 1437. En 1453, toute l'Europe fut bouleversée lorsque les Turcs prirent Constantinople, mettant fin à l'Empire byzantin. Plus rien ne semblait pouvoir les arrêter. Mais en 1458, Mathias devient roi de Hongrie. Surnommé Mathias le Juste à cause de sa justice, il fut un roi de la Renaissance. Il encouragea les arts et le savoir. Il forma aussi une armée de mercenaires appelée l'Armée Noire, grâce à laquelle la Hongrie devint un pays puissant. Mais après la mort du roi Mathias en 1490, la Hongrie entra dans une période de déclin. Une assemblée nationale appelée la Diète se réunit pour choisir un nouveau roi. Les membres de la Diète voulaient un roi faible, qu'ils pourraient facilement contrôler, selon leurs mots. Un roi dont ils pourraient tenir les tresses dans leurs mains. C'est ainsi que la couronne fut donnée à Ulászló II. Sous son règne, la monarchie hongroise perdit encore plus de pouvoir. L'armée noire créée par Mathias fut dissoute en 1492. La situation des paysans hongrois se dégrada aussi. Ils perdirent le droit de quitter leur village et les seigneurs leur imposèrent davantage de corvées, de travaux forcés. Finalement, les paysans se révoltèrent. Tout commença en 1514 quand le pape lança un appel à la croisade contre les Turcs. Beaucoup de paysans hongrois y répondirent et se préparèrent à partir. Mais la noblesse craignait de perdre trop de main-d'œuvre et tenta d'empêcher certains paysans de partir. Ceux qui s'étaient déjà engagés refusèrent de renoncer à la croisade, et sous la direction de Gheorghi Dósa, ils se soulevèrent. Les paysans attaquèrent des châteaux et mirent le feu aux demeures des seigneurs, mais les nobles réagirent rapidement et écrasèrent la révolte. Dósa fut capturé et exécuté. Après cette révolte, la noblesse se vengea sévèrement contre les paysans. Lors de la diète d'octobre 1514, une loi fut adoptée condamnant tous les paysans à la servitude à vie. Cela signifiait qu'ils devenaient des serfs, une condition intermédiaire entre l'esclavage et la liberté. En 1526, le sultan turc Soliman le Magnifique mena une armée vers le nord. Les Hongrois l'affrontèrent lors de la bataille de Mohacs le 29 août 1526. L'armée hongroise fut complètement battue et leur roi fut tué. En septembre, les Turcs mirent le feu à Buda. La plupart d'entre eux repartirent ensuite avec leur butin, mais ils laissèrent des soldats pour garder les forteresses les plus importantes. Même s'ils ne conquièrent pas toute la Hongrie d'un coup, ils avaient l'intention de la prendre progressivement. À ce moment-là, deux hommes revendiquaient le trône de Hongrie, Ferdinand de Habsbourg, archiduc d'Autriche, et János Zápolyi. Ferdinand prit le contrôle de l'ouest du pays et fut couronné roi sous le nom de Ferdinand Ier. Mais une partie de la noblesse hongroise couronna aussi János comme roi. Le pays fut donc divisé entre les deux. Quand János mourut en 1541, le sultan turc s'empara de la Hongrie centrale. Il donna à son fils le titre de dirigeant de la Transylvanie, la région la plus à l'est de la Hongrie. La Transylvanie devint une principauté semi-indépendante, toujours sous l'influence turque. La Hongrie centrale, elle, fut contrôlée directement par les Ottomans. Ainsi, la Hongrie resta divisée en trois parties jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Pendant ce temps, comme dans le reste de l'Europe, la réforme bouleversa la Hongrie. Dans les années 1540, les idées protestantes se répandirent rapidement et attirèrent de nombreux partisans. Mais au début du XVIIe siècle, la contre-réforme catholique regagna du terrain, surtout en Hongrie occidentale.
À la fin du XVIIe siècle, la puissance des Turcs diminua. En 1683, ils échouèrent à prendre Vienne. L'Autriche et ses alliés passèrent alors à l'offensive. En août 1687, ils écrasèrent les Turcs à la bataille du mont Arsani. Puis en 1697, les Ottomans subirent une lourde défaite à Santa. Finalement, en 1699, ils signèrent un traité de paix. Les Habsbourg, qui gouvernaient l'Autriche, prirent alors le contrôle de presque toute la Hongrie. Mais les Hongrois n'appréciaient guère la domination des Habsbourg, presque autant que celle des Turcs. Ils étaient notamment très mécontents des impôts imposés par les Habsbourg. En 1703, les Hongrois se révoltèrent. Cette guerre d'indépendance dura jusqu'en 1711. Mais les troupes des Habsbourg, bien plus puissantes, finirent par l'emporter. Les Hongrois furent battus lors de la bataille de Trencsenk le 3 août 1708, ce qui mit fin à leurs espoirs. En 1711, l'armée des Habsbourg était victorieuse, et les Hongrois acceptèrent la paix de Szatmár en avril. Dans cet accord, l'empereur d'Autriche s'engagea à respecter les droits de la nation hongroise et à gouverner en concertation avec la Diète, le parlement hongrois. Au cours du XVIIIe siècle, la Hongrie resta un pays essentiellement agricole, avec très peu d'industrie. Un recensement réalisé en 1787 montra que la population hongroise s'élevait alors à 8,7 millions d'habitants. À partir de la fin du XVIIIe siècle, le nationalisme s'est progressivement développé en Hongrie. L'intérêt pour la langue, la culture et l'histoire des Magyars, le peuple hongrois, a aussi beaucoup augmenté. Entre 1825 et 1848, la Hongrie a connu une période de réforme. La Diète, le parlement hongrois, a adopté plusieurs mesures fiscales et économiques. Aussi, l'industrie a commencé à se développer dans le pays. Mais en 1848, une révolution a éclaté en Hongrie, comme dans beaucoup d'autres pays européens, après que le roi de France ait été renversé. Cela a déclenché des manifestations et des appels à plus de réformes. En mars, la Diète hongroise a rédigé une liste de revendications, et en avril, l'empereur d'Autriche a accepté 31 nouvelles lois, appelées les lois d'avril. Ces lois mettaient fin au servage et élargissaient le droit de vote. La Hongrie devenait une monarchie constitutionnelle, partageant un roi avec l'Autriche. Cependant, des tensions sont vite apparues avec les nombreuses minorités vivant en Hongrie, qui voulaient plus d'autonomie face aux Magyars. Pendant ce temps, l'Autriche reprenait le contrôle d'autres régions de son empire, comme le nord de l'Italie et la Tchécoslovaquie. L'empereur voulait alors rétablir l'ancien ordre en Hongrie. En août 1848, il déclara les lois d'avril annulées. En septembre, une armée autrichienne entra en Hongrie, mais fut battue à la bataille de Pakotsk. En avril 1849, les Autrichiens furent à nouveau vaincus. Ces mêmes mois, les Hongrois dirigés par Lajos Kossuth proclamèrent l'indépendance de la Hongrie. L'Autriche dut alors demander l'aide de l'Empire russe. Le tsar envoya une armée qui vainquit les Hongrois à la bataille de Temesvar le 9 août 1849. L'armée hongroise se rendit le 13 août 1849. Une période de répression suivit, avec des punitions sévères contre les rebelles. Mais en 1866, l'Autriche subit une lourde défaite contre la Prusse. Affaiblie, elle comprit qu'elle devait faire des réformes. En 1867, la monarchie austro-hongroise fut créée. L'Autriche et la Hongrie devinrent deux États distincts, mais unis par un même monarque et une politique étrangère commune. Cependant, les autres minorités de l'Empire austro-hongrois n'obtinrent pas d'autonomie. À la fin du 19e siècle, la Hongrie connut un développement économique important. L'industrie se développa rapidement, même si le pays restait majoritairement agricole en 1914. Des zones marécageuses furent asséchées pour être cultivées, ce qui permit d'augmenter la production agricole. La population de la Hongrie atteignit 18 millions d'habitants en 1910 et de plus en plus de gens vivaient en ville. Aussi, en 1868, l'école est devenue obligatoire pour les enfants de 6 à 12 ans. En 1906, un Hongrois nommé Ferenc VI remporta la toute première course de Grand Prix. Malheureusement, en 1914, la Hongrie, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois, entra dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne. À l'automne 1918, l'Autriche-Hongrie était épuisée, et il était clair que la guerre était perdue. En octobre, un homme nommé Mihály Károly mena un mouvement réclamant l'indépendance de la Hongrie. Le peuple demanda qu'il devienne Premier ministre. Le 30 octobre 1918, des manifestations eurent lieu. Les gens portaient des astères, une fleur, d'où le nom de Révolution des astères. Károly devint Premier ministre le 31 octobre 1918. Mais à la fin de la guerre, les Slovaques et les Roumains vivant en Hongrie décidèrent de rejoindre leur propre pays. À cause de cela, la Hongrie perdit plus de la moitié de son territoire. Le 24 novembre 1918, Béla Kun fonda le Parti communiste hongrois. Le 21 mars 1919, les sociaux-démocrates formèrent un gouvernement avec les communistes. Ce nouveau pouvoir se mit à nationaliser les industries et les terres, ce qui fut très mal vu par la population. Les attaques contre la religion furent aussi très impopulaires. Pendant ce temps, l'amiral Miklós Horthy, ancien officier de la marine austro-hongroise, créa une armée nationale opposée au gouvernement communiste. La Hongrie
Hongrie eut aussi des conflits avec ses voisins, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Le régime communiste perdit tout soutien lorsque l'armée roumaine entra en Hongrie et occupa Budapest. Béla Kun s'enfuit à l'étranger et son gouvernement s'effondra. Ensuite, il y eut une période de répression pendant laquelle de nombreux communistes furent exécutés. Même après la chute des communistes, Horthy refusa de dissoudre son armée. En octobre 1919, les troupes roumaines quittèrent Budapest. Le 16 novembre 1919, Horthy entra dans la capitale. Des élections eurent lieu en janvier 1920. Le Parlement déclara que le trône de Hongrie était vacant. Le 1er mars 1920, Miklós Horthy fut élu régent, c'est-à-dire chef de l'État. Le 4 juillet 1920, la Hongrie fut obligée de signer le traité de Trianon avec les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ce traité lui fit perdre les 2/3 de son territoire et environ 60% de sa population. Pendant les années 1920 et 1930, Horthy mit en place un régime autoritaire. À cette époque, la Hongrie restait un pays peu développé. Beaucoup de gens vivaient dans la pauvreté, et l'électricité ainsi que l'eau courante étaient encore des choses rares. Dans les années 1930, la Hongrie tomba peu à peu sous l'influence de l'Allemagne nazie. En 1937, un parti politique appelé le Parti des Croix Fléchées, à cause de son symbole, fut créé, avec des idées proches du nazisme. À la fin des années 1930, la Hongrie se réarma et adopta aussi des lois antisémites. Quand Hitler occupa la Tchécoslovaquie en 1939, la Hongrie récupéra une partie de ses terres qu'elle avait perdues après la Première Guerre mondiale. En novembre 1940, la Hongrie rejoignit le pacte tripartite, signé au départ par l'Allemagne, l'Italie et le Japon. En avril 1941, lorsque les Allemands envahirent la Yougoslavie, la Hongrie récupéra encore plus de territoire. Puis, en juin 1941, elle participa à l'attaque contre l'Union soviétique. En décembre 1941, le Royaume-Uni déclara la guerre à la Hongrie. Mais après les défaites allemandes à Stalingrad et à Koursk en 1943, le gouvernement hongrois chercha à quitter la guerre. Cependant, l'Allemagne lança en septembre 1943 l'opération Margaret, qui visait à occuper militairement la Hongrie. L'armée allemande entra dans le pays le 19 mars 1944 et mit en place un gouvernement d'extrême droite. Les juifs hongrois furent alors déportés et la plupart périrent dans des camps de concentration. À partir d'avril 1944, les Alliés commencèrent à bombarder Budapest et d'autres villes hongroises. À l'automne 1944, alors que la défaite allemande devenait certaine, Horthy négocia un cessez-le-feu avec les soviétiques. Cet accord fut annoncé à la radio le 15 octobre 1944. Mais les Allemands renversèrent Horthy et le remplacèrent par Ferenc Szálasi, chef du parti des Croix Fléchées. Finalement, les soviétiques prirent Budapest le 13 février 1945. Les combats cessèrent en Hongrie le 12 avril 1945. Avant même la fin officielle de la guerre, un gouvernement provisoire fut mis en place en Hongrie. En avril 1945, il adopta une loi de réforme agraire. Les riches propriétaires terriens perdirent la plupart de leurs domaines qui furent redistribués. Des élections eurent lieu en novembre 1945. Zoltán Tildy devint président de la Nouvelle République et Ferenc Nagy fut nommé Premier ministre. Les communistes voulaient prendre le pouvoir en Hongrie petit à petit. Pour cela, ils ont utilisé ce qu'on appelle la tactique du salami. Ils ont divisé leurs adversaires politiques et les ont éliminés un à un. Un élément clé de leur stratégie fut que le ministre de l'Intérieur, responsable de la police, était un communiste, nommé László Rask. Il a purgé l'administration de tous ceux qu'il considérait comme trop à droite. Entre mai et novembre 1946, plus de 60 000 fonctionnaires ont été renvoyés. En juillet 1946, les communistes ont aussi dissous ce qu'ils appelaient des associations réactionnaires, comme l'Association catholique de la jeunesse. La tactique du salami a continué en 1947 avec l'aide de la présence de soldats russes en Hongrie. Certains hommes politiques hongrois ont fui le pays à cette époque. Pendant ce temps, les communistes ont commencé à nationaliser les industries, une par une, et l'agriculture a été collectivisée. Les terres privées ont été regroupées en fermes collectives. En août 1947, de nouvelles élections ont eu lieu, mais elles ont été truquées par les communistes. Malgré cela, ils n'ont obtenu que 22% des voix. Les communistes ont continué à affaiblir leurs opposants jusqu'à ce qu'ils contrôlent totalement le pouvoir en 1948. Le président de la République a été forcé de démissionner et le Parti social-démocrate a été obligé de fusionner avec le Parti communiste pour former un seul parti, appelé Parti des travailleurs. Les communistes ont alors instauré un régime dictatorial. Toutes les industries ont été nationalisées et les écoles religieuses ont été prises en charge par l'État. Beaucoup de Hongrois ont été exécutés ou emprisonnés. Au début des années 1950, les exécutions de type stalinien ont continué. Une fois les opposants extérieurs éliminés, les communistes ont commencé à se retourner contre leurs propres membres. L'ancien premier ministre de l'Intérieur, László Rask, a été exécuté en octobre 1949. D'autres personnes ont été tuées ou emprisonnées après des procès truqués.
Beaucoup ont été accusés de titisme, c'est-à-dire de vouloir s'éloigner de l'Union soviétique comme l'avait fait Tito, le chef de la Yougoslavie. Mais en 1953, à la mort de Staline, le dirigeant communiste hongrois Rákosi a été écarté du pouvoir. Il a été remplacé par Imre Nagy. Celui-ci a lancé ce qu'il appelait une nouvelle voie. Les politiques très dures de l'époque stalinienne ont été assouplies. L'État a réduit ses investissements dans l'industrie lourde et a investi davantage dans la production de biens de consommation. La collectivisation forcée des terres a été arrêtée. Les Hongrois ont eu un peu plus de liberté et la période de terreur a pris fin. Cependant, en 1955, Imre a été renversé et les politiques staliniennes sont revenues. En juillet 1956, Rákosi perdit le pouvoir et le parti communiste commença à revenir en arrière. Imre Nagy, qui avait été expulsé du parti, fut réadmis. Le 6 octobre, le corps de Rajk fut réenterré et de nombreux Hongrois assistèrent à ses funérailles pour protester contre les politiques staliniens. Peu après, le mécontentement populaire commença à grandir en Hongrie. À partir du 20 octobre, des réunions eurent lieu dans les universités où les gens exigeaient l'indépendance vis-à-vis de Moscou et des élections libres. Le 23 octobre, une manifestation eut lieu à Budapest. Certains manifestants tentèrent d'occuper le siège de la radio pour faire entendre leurs revendications. La police secrète ouvrit le feu sur eux, ce qui provoqua une nouvelle agitation. Erno Géraud, le dirigeant communiste, demanda de l'aide à l'URSS. Des combats éclatèrent entre les tanks soviétiques et des civils hongrois armés de cocktails Molotov et de toutes sortes d'armes. Imre Nagy fut rétabli comme Premier ministre de Hongrie, mais les troubles continuèrent et se propagèrent dans d'autres villes. Nagy tenta de coopérer avec les manifestants, et le 29 octobre, les soviétiques commencèrent à se retirer de Budapest. Cependant, ils se replièrent simplement dans les campagnes et attendirent des renforts. Le 1er novembre, Nagy annonça que la Hongrie quittait le pacte de Varsovie et devenait un pays neutre. Mais le 4 novembre, les soviétiques attaquèrent Budapest et d'autres villes. Le peuple hongrois résista héroïquement, mais les soviétiques étaient beaucoup plus forts et après quelques jours écrasèrent la révolte. Cependant, les ouvriers continuèrent de résister et des grèves eurent lieu jusqu'en janvier 1957, malgré les nombreuses arrestations. En parallèle, environ 200 000 Hongrois fuirent vers l'ouest. Les communistes réagirent brutalement et commencèrent à punir les responsables. Des centaines de personnes furent exécutées et des milliers emprisonnés. Nagy lui-même fut exécuté en 1958. Dans les années 1960, János Kadar entama un processus de réforme progressive et limitée. En 1962, il introduisit la phrase « Celui qui n'est pas contre nous est avec nous ». Kadar mit également en place quelques réformes économiques très prudentes. Grâce à ces réformes, la Hongrie devint un pays relativement prospère. En général, les Hongrois bénéficiaient d'un niveau de vie plus élevé que les habitants d'autres pays communistes. Dans les années 1980, la situation se détériora en Hongrie. Le pays commença à souffrir de l'inflation, ce qui toucha particulièrement les personnes ayant des revenus fixes. De plus, la Hongrie accumula une énorme dette extérieure. La pauvreté se répandit largement. Alors que les conditions de vie se dégradaient, Kadar perdit le pouvoir en 1988. À la fin des années 1980, une vague de mécontentement et de demandes de réforme grandit en Hongrie. Cette fois, de nombreux réformateurs se trouvaient aussi bien au sein du parti communiste qu'en dehors. En juillet 1989, Nagy fut réenterré et réhabilité. Ensuite, la Hongrie démantela sa frontière avec l'Autriche. Les Allemands de l'Est affluèrent en Hongrie pour rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. En octobre 1989, le parti communiste hongrois changea de nom et devint le Parti socialiste hongrois. Il modifia également ses politiques et autorisa la formation d'autres partis politiques. De plus, une organisation paramilitaire communiste, la Garde des travailleurs, fut dissoute. Puis, le 23 octobre, la constitution fut modifiée pour permettre une transition ordonnée vers la démocratie et le capitalisme. Fait remarquable, les Hongrois réussirent cette transition vers la liberté de manière pacifique. En 1990, les premières élections libres furent organisées et József Antall devint Premier ministre. Mais il mourut en 1993. Toutefois, les socialistes, anciens communistes, revinrent au pouvoir en 1994. Inévitablement, la Hongrie traversa une crise économique dans les années 1990 et la transition vers le capitalisme fut difficile. Cependant, aujourd'hui, la Hongrie est un pays prospère et libre. Au début du XXIe siècle, l'économie hongroise continuait à croître fortement, bien que la croissance ait ralenti de manière importante à partir de 2007. En 2004, la Hongrie adhéra à l'Union européenne. Le pays souffrit lors de la récession de 2009, mais se remit rapidement. Aujourd'hui, son économie croît régulièrement. En 2024, la population de la Hongrie était de 9,6 millions d'habitants. En 2022, Katalin Novák devint la première femme présidente de la Hongrie. Le peuple hongrois est reconnu pour sa résilience, sa créativité et sa richesse culturelle. À travers les siècles, malgré les épreuves et les bouleversements historiques, les Hongrois ont su préserver leur identité et leur patrimoine. Leur sens de l'innovation et de l'indépendance, combiné à un profond respect de leurs traditions, témoigne d'une force de caractère et d'une passion pour la liberté
qui fait la fierté de leur nation. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur l'histoire de l'Irlande qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!